l'analyse des données, quand on parle d'émotions, elle est extrêmement complexe. Ce que font la plupart des études en laboratoire, c'est qu'elles isolent une seule émotion, une seule donnée. Par exemple, une décision par rapport à la peur ou par rapport au risque. Mais quand on est dans la vie de tous les jours, on sait bien qu'on a énormément de données différentes qui nous arrivent. Si vous marchez dans la rue, vous avez du bruit, vous avez du visuel, vous avez des gens qui vous parlent, vous avez des odeurs. Tout cela vous provoque des émotions qui sont ensuite transformées les unes par rapport aux autres pour devenir des décisions. L'analyse donc des émotions est sans doute la chose la plus complexe aujourd'hui, tout d'abord parce qu'on ne sait pas exactement où ça se situe dans le cerveau. Il y a plusieurs zones du cerveau qui sont mises en œuvre au même moment lorsqu'on doit analyser des émotions. Et puis ensuite, comment chaque émotion influe à quel niveau la décision que vous allez prendre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on met en place des études qui ne font plus appel à un seul corps de science, mais vraiment qui mélangent l'ensemble des corps scientifiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on doit faire appel justement aux nouvelles intelligences artificielles, aux capacités de calcul extraordinaires du deep learning, du deep travail, pour justement essayer de recalculer l'ensemble des connexions, des moments qui se passent dans le cerveau, pour en tirer quelques conclusions. Donc c'est vraiment le lien aujourd'hui qu'on a entre ces nouvelles capacités d'analyse, et en ça on attend beaucoup d'ailleurs des ordinateurs quantiques qui devraient pouvoir décupler cette capacité de compréhension des émotions, puisque l'émotion a une notion quantique dans le fait qu'elles sont plurielles et au même moment. Et donc, on doit essayer de mélanger nos capacités de compréhension par l'ensemble des technologies qui nous sont apportées, non pas pour, encore une fois, résumer l'émotion à un algorithme, mais pour essayer simplement d'en comprendre les fonctionnements décisionnels pour que nous soyons mieux à même de faire face aux changements. Oui, aujourd'hui, on ne peut plus imaginer comprendre l'ensemble des fonctionnements cognitifs humains par simplement les questionnaires qu'on pouvait avoir à une époque. Il y a encore 10 ans, on ne travaillait quasiment que comme ça. Évidemment, aujourd'hui, les capacités que nous avons de compréhension sont bien supérieures et il faut s'en servir, évidemment. Donc, on va devoir aller sur deux notions très précises. Tout d'abord, la première, c'est l'augmentation de la capacité de calcul pour pouvoir faire face à l'ensemble des données que représentent les émotions, par exemple, mais aussi à la miniaturisation des outils. Aujourd'hui, le seul outil capable d'étudier le cerveau en fonctionnement, ce sont les IRM, qui sont des machines qui pèsent plusieurs tonnes, qui demandent des quantités d'énergie extraordinairement importantes, et donc qui sont confinées à des laboratoires et à des simulations. Évidemment, nous pouvons imaginer qu'avec l'évolution des technologies, avec, encore une fois, les ordinateurs quantiques et certainement les nouvelles manières d'analyse, on pourra petit à petit avoir des machines qui nous permettront d'étudier le cerveau dans des situations réelles et de le voir fonctionner. Ça, c'est un grand espoir que la technologie nous apportera sans doute dans quelques années, mais il y a encore du travail là-dessus. Et puis, évidemment, la difficulté aujourd'hui, si vous prenez 24 heures de données, par exemple, d'un cerveau, il n'y a quasiment aucune machine qui soit capable de les analyser. Il y a tellement de données qui sont en jeu sur 24 heures de vie d'un humain qu'actuellement, aucune machine ne peut entièrement les analyser. Surtout qu'on ne saurait même pas les programmer. Donc là encore, on a un travail énorme pour améliorer la capacité de calcul et surtout la manière dont nous allons programmer ces intelligences artificielles pour mieux comprendre notre intelligence cognitive. Alors aujourd'hui, les stratégies de data, elles sont à la fois très expérimentales, puis c'est la toute première fois qu'on fait ce genre d'études, ça n'avait jamais été fait dans d'autres laboratoires ou par d'autres équipes avant nous, donc on est vraiment dans une sorte d'exploration de protocoles scientifiques. Mais il y a une chose qui est quand même récurrente à pratiquement tout ce type de travaux, c'est qu'on ne peut pas, encore une fois, prendre des datas sur l'ensemble des 30 jours que va durer par exemple une expédition, donc on doit déjà positionner une stratégie de quand est-ce qu'on prend les données. Est-ce que c'est par exemple 1 heure par jour, tous les matins ou tous les soirs? Est-ce que c'est des moments répartis dans la journée? L'idée est d'avoir une méthodologie qui va permettre d'avoir des données sur 1 heure, par exemple, réparties suffisamment souvent sur les 30 jours, pour qu'on puisse essayer d'extrapoler ensuite et de tirer une conclusion sur tout ce qui s'est passé pour l'humain. Et donc ça demande beaucoup de travail, on fait beaucoup de tests pour essayer de comprendre quels sont les bons moments pour prendre des données, afin qu'elles ne soient pas trop volumineuses, pour être ensuite analysées par nos équipes et par les ordinateurs a posteriori. La deuxième stratégie, évidemment, elle va être d'essayer de réfléchir à des marqueurs communs, à savoir est-ce qu'on va pouvoir trouver au même moment, à savoir un temps de synchronisation précis, une évolution dans le cerveau, une évolution dans le cœur, une évolution dans les intestins, par exemple, et dans la génétique. On en est encore très loin, mais la capacité de synchroniser les données reçues des différents éléments de notre corps sera une clé majeure de notre capacité de compréhension des marqueurs de l'adaptation. Donc tout ça, c'est des données sur lesquelles on travaille, et où évidemment le lien entre nos études et la technologie est extrêmement fort.
Il y a trois enseignements assez importants qu'on peut déjà commencer à tirer de nos expériences. Le premier, c'est que concrètement et réellement, si on en doutait encore, le cerveau évolue et se transforme quand il est confronté à des changements. On voit réellement dans le cerveau des évolutions cognitives avec des développements de masse ou des diminutions de masse à certains endroits qui prouvent bien que le cerveau, quand il est soumis à un changement, il cherche à trouver des solutions d'ajustement adaptatives et il le fait concrètement. Donc ça, c'est déjà un énorme espoir parce que ça veut dire qu'à n'importe quel moment de la vie, face à des nouvelles situations, on peut réellement développer de nouvelles capacités cognitives. Ça, c'est un point qu'on a pu voir qui est extrêmement important. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est justement cette notion de gestion des émotions. On est en train de constater que la décision, telle qu'on l'a souvent définie, à savoir dans sa manière structurelle de prendre le bon choix par rapport à des événements, et puis surtout de calculer finalement les meilleurs choix par rapport à un principe de risque et de récompense, est largement influencé par l'émotion et que peut-être même, et c'est là-dessus qu'on va continuer de travailler, les émotions sont prédicteurs concrètement sur cette décision, à savoir que ce que nous ressentons est peut-être plus important que ce que nous calculons. Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir beaucoup travailler. Et puis le troisième enseignement, et je crois que c'est le plus important et qui découle des deux premiers, c'est qu'on ne doit pas forcément avoir peur du futur. Je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont dites sur ce que sera notre futur. On sait qu'il sera très changeant, on sait qu'il sera très modifié, et on sait qu'il sera très influencé par les technologies, et notamment l'intelligence artificielle. Mais que c'est à nous, en tant qu'humains, et on l'a fait depuis des millénaires, de mettre en place les stratégies d'ajustement, peut-être les réglementations qui permettront tout simplement de garder une forme de maîtrise de ce qui est en train de se passer. Et je crois qu'on a les capacités de le faire, tout simplement parce que nous sommes des animaux humains de coopération, et que dès que plusieurs humains se mettent en œuvre en collaboration, ils trouvent toujours, et c'est vrai de toutes les époques de l'histoire, des solutions assez exceptionnelles aux conditions nouvelles qui leur sont proposées. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier ça. Donc quand on a toutes ces craintes qu'on peut entendre par rapport à l'évolution au futur et au changement de demain, il faut toujours se rappeler que nous avons en nous, dans notre cerveau, une capacité exceptionnelle de trouver des solutions que actuellement en tout cas, aucune autre forme d'intelligence n'est capable de faire de manière aussi performante. Alors, moi, il y a un message que je pense qu'on doit adresser à toutes les filières de très haute technologie, et il y en a heureusement beaucoup, et la France est là-dessus plutôt leader, donc on doit préserver cette notion-là. Il faut absolument que dans l'ensemble des enseignements touchant à l'IA ou aux nouvelles technologies, s'intègrent des enseignements sur la philosophie et l'éthique. Tout simplement parce que, évidemment, les développeurs de ces intelligences sont des gens d'une capacité énorme, mais qui sont, comme nous tous, passionnés par ce qu'ils font et persuadés que la direction dans laquelle ils vont est forcément la meilleure, sans toujours être capables de bien comprendre l'implication de ce qu'ils sont en train de faire et de ce que pourraient devenir leurs outils de recherche. On l'a vu, la recherche a toujours créé des choses extraordinaires et, lorsque c'est mal utilisé, potentiellement des dangers. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit cesser de se retrouver confronté à des technologies qui n'ont pas été réfléchies de manière globale, mais réellement de pouvoir essayer de comprendre, au moment même du développement, ce que pourrait être une technologie, pour que l'on puisse ensuite donner la meilleure information possible aux décideurs qui vont devoir légiférer sur la capacité que nous aurons d'utiliser ces données. Il faut retrouver la capacité de l'éthique, de la philosophie, de la compréhension d'un monde globalisé, et non pas uniquement les quelques neurones ou les quelques circuits imprimés sur lesquels on travaille. Je crois que ça, c'est extrêmement important parce que ça pourrait changer fondamentalement le rapport que nous avons entre les intelligences artificielles et cognitives et tout simplement faire que nous ne soyons plus dans cette crainte permanente de ce que deviendront ces intelligences, mais en faire vraiment des compétences fabuleuses pour nous aider à mieux évoluer vers le futur.